Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission Direct Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la canne blanche. La canne blanche, les yeux dans les mains, c'est notre thème de ce jour. Donc la canne blanche est une canne de couleur traditionnelle blanche qu'utilisent certains déficients visuels, aveugles ou malvoyants, non seulement comme un moyen de se repérer dans leur environnement, en évitant les obstacles, mais aussi c'est un objet étant largement reconnu comme un symbole de la cécité qui permet d'indiquer leur handicap aux autres et aussi elle est pour être aussi vigilant à l'égard des autres. Donc cette canne blanche. Aujourd'hui, on allait parler de la journée mondiale de la canne blanche. Pour ça, je suis accompagnée de Monsieur Didier Mpeko, qui est directeur du programme FETAF, la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, et de Monsieur Yao Emmanuel Aziakesse, qui est vice-président de l'association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour ici, excusez-moi. Oui, c'est... C'est Comment ça bon. va? Oui, très bien. Très très bien. Oui. C'est un plaisir pour nous. C'est vrai que tout le mois, là, là, on parle de la journée mondiale de l'handicap. Il y a la journée mondiale, il y a aussi la canne blanche. Tout La santé s'enchaîne, quoi. mentale. La Oui, santé mentale. Donc voilà, aujourd'hui, on part sur la canne blanche. La canne blanche, bon, c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses aussi avec FETAF. Mhm. Et en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Et on est derrière vous. On est là aussi pour faire passer le message. C'est le but, n'est-ce pas, Monsieur Didier? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous sommes très heureux de vous avoir parce que si vous n'êtes pas là, comment allons-nous faire pour porter notre message à la Ouais. population? Nous sommes a priori dans la sensibilisation, donc le partenariat avec vous est très important. Donc je vous remercie pour tout ce que New World TV fait. Bah, c'est un plaisir pour nous. En tout cas, on est là pour aussi faire passer le message, sensibiliser la population et puis, bon, écoutez, encourager les personnes en situation de handicap pour aussi aller de l'avant parce que c'est très très important, l'insertion, tout ce qui va avec. Donc, on va revenir un petit peu sur la définition des personnes âgées. Donc, quel type de personnes considère-t-on comme personnes handicapées, s'il vous plaît? Merci beaucoup. En fait, c'est une question très importante pour nous parce que sans savoir en réalité ce que c'est qu'une personne handicapée, on ne peut pas avancer dans la communication, dans le plaidoyer. Alors, une personne handicapée, c'est une personne avant tout qui présente des incapacités physiques, sensorielles, etc. Lorsqu'on parle d'incapacité, physique par exemple, donc c'est un membre qui est peut-être atrophié, c'est un membre inférieur ou supérieur qui est coupé suite à un accident, ou bien c'est quelqu'un qui ne voit pas. Mais cette incapacité physique ou sensorielle ne suffit pas pour dire que la personne est handicapée. Il faut que l'incapacité soit durable. Voilà, quelqu'un qui a une déficience durable. Et là aussi, ça ne suffit pas. Il faut que l'environnement euh, soit un obstacle. Parce que quand on parle du handicap, on fait référence à l'environnement dans lequel la personne vit. Tout ça, il faut prendre en Tout considération. ça, il faut prendre en considération. Il faut également prendre en considération la participation sociale de la personne. Alors, lorsqu'une personne qui porte une déficience veut, par exemple, participer à la société, par exemple, c'est aller à l'école, faire du sport, chanter, se marier, etc. Et si cette personne a un obstacle qui l'empêche de participer à la société au même pied d'égalité que les autres, alors la personne se retrouve en situation de handicap. Et donc, vous allez comprendre que le handicap peut être situationnel. Lorsque l'obstacle est là, la personne est handicapée. Lorsque l'obstacle n'est pas là, la personne peut participer à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Je donne un exemple. Monsieur Azias Kessé est une personne qui ne voit pas. Ça, c'est la déficience. Alors, il est là sur ce plateau et il va participer à cette émission.
je ne trouve aucun obstacle à cette Oui. émission parce que vous ne lui avez pas donné un document noir sur blanc à lire. Il est là, il a tout ce qu'il faut et il participe à l'émission. Donc sur ce plateau, M. Aziakese n'est pas une personne en situation de En handicap. handicap, ok. Et c'est pour ça que nous luttons. Nous luttons pour lever les obstacles. À partir du moment où les obstacles ne sont pas là, la personne n'est pas handicapée. Et donc la société doit tout faire pour lever tous les obstacles, pour que les personnes handicapées participent sur la base de l'égalité avec les autres. Qu'ils puissent aller à l'école comme les autres, qu'ils puissent exercer un emploi comme les autres, qu'ils puissent se marier comme les autres, qu'ils puissent faire le sport comme les Comme autres. les autres. Voilà. Mais vous, en tant que directeur des programmes de FETAF, comment les accompagnez-vous justement? Oui, justement, l'accompagnement, a priori, c'est la sensibilisation, le plaidoyer. Parce que c'est la société qui doit s'adapter maintenant au handicap. Ce n'est pas les personnes handicapées qui doivent s'adapter à la société. Et ça nous amène à parler du dialectique inclusion-intégration. C'est-à-dire que lorsqu'une personne handicapée s'adapte à la société, on parle de l'intégration. Et ce n'est pas encore suffisant, parce que nous avons tous le même droit. Il faut que la société soit ouverte, que la société s'adapte à tout type de personnes. Donc, la FETAF fait le plaidoyer pour que les tests au niveau national puissent être inclusifs, pour que les tests soient favorables aux personnes handicapées, pour leur accès facile à l'éducation, pour leur accès facile à l'emploi, pour leur accès facile à la santé. Et en dehors de ça, la FETAF met en place des projets pilotes, des actions inspiratrices pour montrer au gouvernement que c'est comme ça que les choses doivent être. Comme action inspiratrice, par exemple, il y a des projets qui permettent aux personnes handicapées ayant appris un métier de pouvoir s'installer. Donc la FETAF offre des kits d'installation aux personnes handicapées ayant appris un métier. Oui, un bureau, bon, comme c'est des métiers, dans le cadre, parce que, par exemple, si une personne handicapée apprend la couture, on lui achète une machine, par exemple, adaptée pour lui permettre de s'installer. Nous construisons des rampes d'accès au niveau de certaines écoles, etc. Mais ce que je voudrais préciser, la FETAF ne se substitue pas à l'État, non. C'est pourquoi je parle d'action inspiratrice. C'est juste des petits projets pilotes pour dire que, c'est comme ça. C'est faisable surtout. C'est faisable surtout. Et c'est comme ça que ça doit se faire en réalité. C'est un grand défi, ça. Oui, c'est un grand défi quand on sait que la population togolaise, les personnes handicapées représentent les 15% de la population togolaise, selon l'OMS, bien sûr. C'est vrai que le recensement général de la population est fait, les résultats globaux ont été proclamés, mais nous attendons les résultats désagrégés sur le handicap pour avoir les vrais chiffres au niveau du Togo. Mais à l'échelle mondiale, la population, les personnes handicapées font 15% de la population mondiale. Déjà, il faut, comme vous l'avez dit, adapter. C'est pas aux personnes handicapées de s'adapter à la société, hein, c'est aussi leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent aussi déjà se déplacer facilement, travailler facilement, faire une formation, parce que c'est important. C'est important de se former et pouvoir aussi s'épanouir, parce que ça joue aussi sur le mental. Bien sûr. Bien sûr, c'est important de se former et il y a une étude qui a été réalisée en 2017 sur les conditions de vie des personnes handicapées et qui a relevé que seulement 2/3 des personnes handicapées ont accès à l'école. Et quand vous prenez la population des personnes handicapées de 18 ans et plus, vous n'avez que 3%
qui ont accès à l'éducation. Donc, comme vous le dites, effectivement, la formation et l'éducation est très importante pour les personnes handicapées. Oui. Et voilà. Monsieur Aïziakessé, comment ça va? Il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, nous, on est contents de vous avoir ici. Merci. Moi aussi, je suis très heureux de participer à cette émission. Donc, vous êtes vice-président de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre association, s'il vous plaît? Merci de m'avoir donné la parole sur ce plateau. Ne serait-ce que pour la première fois, de parler de notre association, Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, AHVCD. Et cette association, comme son nom l'indique déjà, est une association composée des personnes handicapées visuelles, je le précise, Oui. et qui intervient dans plusieurs domaines. L'artisanat, par exemple, la musique. Lorsque vous entendez parler d'un orchestre qu'on appelle Happy Brothers, et qui a chanté des chansons, et qui est joué un peu partout, eh bien, c'est cet orchestre est l'un des sous-ensembles Oui. de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Il y a également l'agriculture, mais au sein de l'association, on peut également retrouver des élèves et des étudiants qui sont sur le campus et au lycée partout, qui participent aux activités de cette association. Il y a également les kinésithérapeutes. Lorsque vous parlez, vous entendez parler des massages, des masseurs, il y en a également de très compétents au sein de notre association. Et puis, il y a des agriculteurs. Nous faisons un peu de choses au sein de cette association. Beaucoup de choses, surtout. Voilà. Beaucoup, bravo. Tout à fait. Bravo, bravo. En tout cas, vous voyez, c'est ça, en fait. Il faut... aussi, c'est aussi le bon vouloir de chacun, hein, parce que c'est pas parce que on est malvoyant, on est aveugle, on est, je sais pas, handicapé visuel, qu'il faut que la vie s'arrête. Non, je pense quand même que ça, cette mentalité, il faut vraiment l'enlever. Lorsqu'on est personne handicapée visuelle, on a seulement perdu la vue. Les autres capacités restent pour encore participer pleinement au développement de la société. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un écrivain qui l'a dit, Antoine de Saint-Exupéry, dans un de ses textes, qui dit « On ne voit rien que par des yeux, l'essentiel étant invisible. » Je reprends, on ne voit rien que par le cœur, l'essentiel étant invisible aux yeux. Donc l'essentiel qui est perçu par le cœur d'un humain, je pense que nous qui sommes des personnes handicapées visuelles, nous avons un cœur qui perçoit déjà l'essentiel. Même si nous avons perdu la vue, ça ne nous dit pratiquement rien. Nous pouvons encore évoluer sur le même pied d'égalité que les autres, si les circonstances surtout nous le permettent. Oui. Est-ce que c'est possible de nous raconter un petit peu votre histoire? Est-ce que c'était depuis la naissance? C'est arrivé comment? Dites-nous. Moi, je suis né non-voyant et dans une famille de plusieurs... D'ailleurs, mon père est un polygame et qui a plusieurs enfants. Je suis le seul non-voyant. Et je suis le seul enfant qui ne voit pas. Donc, c'est depuis naissance. Depuis la naissance. Voilà. Est-ce que c'est plus difficile depuis la naissance ou est-ce que c'est plus difficile quand ça vient après? C'est ça aussi. C'est plus difficile lorsqu'on devient aveugle tardif. Oui. Mais c'est plus facile parce qu'on n'a jamais vu. On a évolué avec les enfants. On ne se rend pas compte quand même des impacts négatifs que cela a. Mais l'essentiel, c'est que après qu'on grandit, lorsqu'on grandit progressivement, il est très nécessaire qu'on suive des formations pour devenir des hommes serviables, des hommes qui puissent servir la société. C'est l'essentiel. Et ça a été facile à l'école? Bon, je ne dirais pas que c'est facile, compte tenu des préjugés que nous avons rencontrés ici et là, des considérations erronées à l'endroit des personnes handicapées visuelles. Surtout entre les enfants, ils sont méchants quand même entre eux. Hein. Mais non, vous savez, ça dépend également de la sensibilité. Oui. Si on sensibilise les élèves sur l'existence d'une personne handicapée visuelle, et que surtout les professeurs, parce qu'on parle de l'école, et surtout les professeurs, lorsqu'ils s'adaptent un tout petit peu à l'existence et qu'ils prennent en compte les préoccupations des personnes handicapées visuelles dans une école donnée, je pense que la vie est un tout petit peu facile. Et donc, du coup, l'intégration, on parle d'intégration, justement. Tout Alors, racontez-nous. Est-ce que l'intégration, comment ça a été? Parce que, c'est-à-dire, on a de l'école jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé aussi avec autant de motivation et puis être aujourd'hui là où vous êtes? Non, vous savez, d'abord, depuis notre enfance, chaque enfant est intéressé de voir ses amis qui vont à l'école
Et lorsque moi, je suis déjà non-voyant depuis ma naissance, je voyais mes enfants, mes amis, mes camarades, mes promotions aller à l'école. Et un jour, je me suis levé comme ça, je dis, maman, moi aussi, je veux aller à l'école. Mais elle a failli pleurer parce qu'elle savait que je ne pouvais pas aller à l'école. Elle me, comment dirais-je, elle me consolait, me disait des choses, mais qui, en principe, le fait que je ne vais pas à l'école et que mes camarades vont à l'école, moi je suis à la maison, ce n'est qu'à midi qu'on se retrouve ensemble pour faire le jogging, faire des amusements. Vraiment, ça m'ennuie. Et à un moment donné, c'est ma mère qui s'est lancée pour voir si elle peut trouver des possibilités comme ça qui peuvent me permettre d'aller à l'école. Et heureusement, il y a quelqu'un qui l'informait qu'il y a une école à Kbalimé, une école qui s'appelle Centre des aveugles de Kbalimé. C'est là où elle m'a amené, mais elle n'y croyait pas tellement. Mais lorsque j'ai dit, je suis arrivé au niveau du CM2 et que je continue mes études, elle devient de plus en plus heureuse. Elle a confiance cette fois-ci en moi, au même titre que ses enfants. Vous savez très bien que la scolarisation des personnes handicapées visuelles, ça fait déjà problème au niveau des parents. Mais au niveau de moi, mes parents, ils ont reçu, accepter cela, ils ont accepté le faire jusqu'au fond. Malheureusement, ma mère m'a laissé en chemin, mais je remercie quand même certaines institutions qui m'ont aidé à arriver au niveau où je suis actuellement. Amen, comme Voilà. on dit. Écoutez, très belle histoire, mais on n'a pas fini. On va parler après de qu'est-ce qui vous a motivé. On va marquer un temps de pause. On revient après le journal. Restez avec nous.